propose qu'on commence maintenant sans attendre donc, ce beau programme donc, d'hommage rendu à Roger-Henri Guérand. Pour le développement culturel, c'est un petit peu la rentrée. C'est la rentrée du programme d'automne. On a eu quelques salves avant, mais ça me fait plaisir de dire que c'est la rentrée aujourd'hui parce que la figure de Roger-Henri Guérand est bien sûr pour nous absolument caractéristique finalement du développement culturel et des activités qu'on développe ici, puisque c'est pas quelqu'un qu'on enferme dans une discipline, hein, c'est quelqu'un qui glissait, qui était éminemment glissant et éminemment à l'aise sur de nombreux territoires. Et je pense qu'avec Thierry Pacaud, on a concocté, par ailleurs Thierry a concocté une après-midi comme il en a le secret. Je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous, je crois, qui ont été des élèves, des amis, des confrères, des interlocuteurs de Roger-Henri Guérand. Donc je pense que l'émotion ne sera pas absente de cette journée, mais je pense que le plaisir surtout d'être avec lui va être très présent, très présent. C'est pour ça qu'on est là. Et je voulais encore donc remercier Thierry d'avoir inventé un petit peu avec nous aujourd'hui ce format. On vient passer une demi-journée avec une personne, à l'occasion bien sûr des 10 ans de sa mort. C'est un peu dommage qu'on rende toujours hommage à des gens comme Roger-Henri Guérand ou à Michel Verne après. Donc Thierry, je propose que maintenant on rende hommage du vivant des personnes. J'ai quelques noms en tête. Nous en parlerons tout à l'heure. Moi aussi, ils sont dans la salle, mais je ne vais pas le dire. Voilà. Donc rendez-vous est pris. Que ça soit non seulement joyeux, mais que ça soit vraiment voilà, qu'on dépasse ce sujet un peu triste du fait qu'il nous ait quittés. Thierry, je te passe la parole et donc je pense que tu vas ordonner, tu vas orchestrer tout cet hommage. Merci. Je vais essayer. Je te remercie, Marie-Hélène, et puis Guy, bien sûr, de nous accueillir dans la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Il y a des absents. Ne croyez pas que le programme était une sélection un peu capricieuse de ma part. J'ai contacté beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui, en particulier les co-auteurs et les co-auteurs masculins. Et puis, je devais avoir des vieux mails. Et donc, du coup, j'ai jamais eu de réponse, ou bien j'ai eu des réponses négatives. Je n'habite plus Paris, je suis trop âgé, etc. Enfin bref, donc c'était un élément qu'il fallait quand même mentionner. D'autre part, je passerai la parole tout à l'heure, après le début de cet après-midi, à Jean-Pierre Fray, qui nous parlera à quelques instants du fonds Roger-Henri Guérand, parce que Roger-Henri Guérand avait laissé son fonds d'archives et une partie de sa bibliothèque à l'école d'urbanisme de Paris, qui se trouve maintenant à Marne-la-Vallée. Donc pour les chercheuses et chercheurs, c'est très précieux de le savoir. Il y a énormément d'informations, en particulier sur la préhistoire et le début de l'histoire de ce qu'on a appelé l'école l'UP8 de Paris-Belleville. Donc c'est un point qu'il fallait mentionner. J'avais invité José Mayorga, mais il ne peut pas venir, donc Jean-Pierre Audéboté est d'accord pour dire quelques mots tout à l'heure. On va essayer d'alterner pour que ce ne soit pas un colloque un peu ennuyeux. D'abord, c'est participatif, mais c'est pas pour être dans l'air du temps. C'est parce que vous démontrez par votre présence cet adage bien connu que les amis de mes amis sont mes amis, et donc les amis de Roger Guérand, même s'ils ne se connaissent pas, ils se retrouvent tous cet après-midi, et ça c'est un très bon point, et chacun et chacune pourra intervenir. N'hésitez surtout pas à dire, voilà, moi aussi, sur ce thème, j'ai quelque chose à raconter qui peut nous faire mieux comprendre un peu cette personnalité ô combien flamboyante qu'était Roger-Henri Guérand. Alors on va alterner des lectures. Rémi Guinard va nous lire quelques textes que j'ai présélectionnés. On va entendre des morceaux d'émissions de radio de Sylvain Briand, de François Chalin et de moi-même. Et puis on va commencer aussi par un extrait de film, le seul film dans lequel Roger-Henri Guérand intervient comme comédien. Et puis ce sera le point de départ de la première séquence qui est sur Roger-Henri Guérand ou le one-man show, c'est-à-dire qu'il soit prof ou qu'il soit conférencier, il jouait son personnage avec un très grand talent. Donc je vais demander à Stéphane, que je remercie, qui est là-haut, qui va jouer avec plusieurs CD, parce que je ne suis pas un homme de la très grande technologie, et donc je n'ai pas réussi à lui donner tout bien ordonné pour la semaine dernière. Donc on va commencer par entendre un tout petit morceau, un extrait d'À voix nue où Roger-Henri Guérand, on va l'entendre ensemble. Voilà. Et puis après on enchaînera tout de suite sur l'extrait du film de Jean Delannoy qui adapte le roman qui a eu le prix Renaudot, le roman Les Amitiés particulières de Roger Perfit. Oui, il faut que je parle de ma famille car c'est tout de même très très important pour ma formation, comme pour d'ailleurs celle de tous les hommes de ma génération, qui sont pour vous vraiment comme des dinosaures.
Les familles bourgeoises d'avant la guerre sont des familles où règne un extraordinaire climat de rigueur. Ces familles ont une mystique, il faut le dire, catholique très souvent. Et dans ce cadre, le père est une autorité incontestable. On ne discute pas avec son père, on ne parle pas à table. Et la mère, elle, représente une certaine douceur, mais très tempérée, très tempérée. Et elle aussi, bien entendu, elle est complètement fidèle aux enseignements de l'Église. Ils considèrent que leurs enfants doivent être placés dans un cadre immuable qui ne souffre aucune exception, aucune nouveauté. Toute ma vie, et encore maintenant, j'ai pris mon petit déjeuner à 7 heures, j'ai mangé à midi et j'ai dîné à 19 heures. Aucune exception. Couché avant les parents, sauf à partir de la 6e. À partir de la 6e, nous avons pu dîner avec nos parents. Mais bien entendu, sitôt le repas terminé, au lit. Un peu de lecture, mais très peu. Il faut dormir. Le lit est fait pour dormir. Et le matin, on se réveille, bientôt, sans avoir besoin de commandement. La machine est parfaitement, elle fonctionne parfaitement. Nous sommes encartés. Mon père nous a inscrits à une troupe de louveteaux en 1933. Donc, ça fait 70 ans que je suis encarté. Parce qu'après, il y a eu d'autres mouvements. Oui, il faut que je parle de ma famille. Alors, je vais inviter à venir me rejoindre pour cette première séquence, mais encore une fois, c'est interactif. N'hésitez pas à réagir. François, Chalin, si tu veux venir. Alors, bon, on va écouter à nouveau peut-être des extraits. Est-ce que pour toi, c'est vraiment un comédien? Là, il a 41 ans dans le film, hein, voyez. Mais je trouve qu'il ne vieillit pas, parce qu'on le reconnaît tout le temps, finalement, ce François. Alors, François, dis-moi, pourquoi tu as eu l'idée de lui demander une chronique régulière dans ton émission de France Culture Métropolitain? Eh bien, parce que, d'une part, moi, je suis d'une génération en dessous de lui, il a l'âge de mon père. Ah, le micro n'est peut-être pas branché. Si, voilà, ouais. Ça y est. Donc, je suis de la génération qui a suivi, il est de l'âge de mon père. Et quand je suis arrivé dans les années 68, avant même d'entrer à l'école des Beaux-Arts, enfin l'école qui n'était plus des Beaux-Arts, c'est-à-dire qui était une unité pédagogique, comme j'étais de quelques-uns qui s'intéressaient beaucoup à l'histoire, et beaucoup à l'histoire sociale, bien sûr, il y avait très peu d'ouvrages, et quelques-uns s'imposaient. L'ouvrage sur le Métropolitain s'imposait surtout la première édition aux éditions ouvrières de son ouvrage sur les HLM, dont j'ai oublié le nom. Et puis s'imposait surtout, notamment à cause de la préface d'Aragon, qui la nimbait d'une sorte de grandeur comme ça poétique, l'ouvrage sur l'Art Nouveau. Donc c'est une figure tout de suite qui s'est imposée dans le paysage dans lequel j'allais entrer. Et puis ensuite, je l'ai peu connu, à vrai dire, hein, donc je ne pourrais pas beaucoup témoigner. Je crois qu'il était à mon jury diplôme, mais comme c'était en 1999, je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas pu trouver de documents, donc je crois qu'il était à mon jury diplôme avec Michel Verne, Henri Bressler et Bernard Marais, donc un carteron comme ça d'historien. Je pense que c'était lui le quatrième. Et puis ensuite, il m'a défendu dans un procès qui a failli me coûter extrêmement cher, qui est un procès en diffamation qui m'a été intenté par l'architecte Charpentier, donc j'avais soutenu que l'opéra de Pékin était largement un plagiat d'un projet de Schex et Morel. Donc voilà, ça c'est les contacts personnels que j'avais avec lui, c'est pas considérable. Mais quand même, que ce fût à l'IFA, que ça ait été dans d'autres endroits, je le voyais souvent, je l'entendais s'exprimer, j'avais remarqué ce caractère tout à fait insolite et tout à fait drôle. Donc quand il s'est agi dans l'été 99, répondant à une proposition de Radler d'inventer une émission d'architecture pour France Culture, émission qui devait démarrer vers le 15 ou 20 septembre 99, j'ai eu l'idée, parce que j'étais un peu anxieux, de découper cette émission en petits fragments qui seraient un peu récurrents, des sortes de petits feuilletons.
J'en ai proposé à plusieurs personnes, notamment à lui, donc je lui ai écrit dans l'été pour lui dire qu'il pourrait me faire des fragments comme ça de 3 ou 4 minutes ou 5 minutes. Je peux dire exactement d'ailleurs quel type de ce que je lui ai écrit, parce que j'ai trouvé la lettre. Et ça expliquera ce que j'attendais de lui, quoi. Acceptais-tu de venir de temps en temps, au moins une fois, enregistrer en studio, en quelque sorte à la file, de menues interventions d'un caractère assez libre et oral, j'ai mis ça entre guillemets, sur divers objets urbains, lampadaires, bouches d'égout, enseignes, pissotières, bornes d'incendie, loges de concierge, ce que tu voudrais, etc., etc. Et puis ensuite, je lui ai demandé de faire des choses un peu insolentes, ce qui n'était pas la peine de préciser, puisque bien évidemment, il savait faire à peu près que ça. Et je pensais que pour une émission de radio, c'était un caractère tout à fait formidable, à cause de ce théâtre qu'on a entendu, de ces ponctuations, ces hurlements parfois, ces cris d'oiseaux qui, dans une phrase extrêmement simple, pouvaient tant jaillir comme ça, et qui étaient absolument formidables. Donc on a enregistré 10, comme ça, en très peu de temps, en 1 heure ou 2. Et puis, comme l'émission, finalement, il s'est avéré assez rapidement que faire une émission trop rythmée, avec trop de séquences récurrentes, ça ne me plaisait pas tellement. Les 10, je ne les ai pas passés en 10 semaines ni en 20 semaines, mais j'ai passé en un peu plus d'1 an. D'autant plus que j'ai trouvé qu'elle plombait un peu l'émission. Alors ça, c'est un peu curieux et un peu paradoxal, mais plomber l'émission, non pas que lui ait été mauvais, pas du tout, bien au contraire, mais parce que nous avions il y avait un petit générique qui était un peu long. Puis après, lui, il parlait pendant 3 ou 4 minutes, je ne pouvais pas l'interrompre, bien sûr, donc ça cassait le caractère d'une émission qui se voulait en grande partie dialoguer. Donc, au bout d'1 an, on n'a pas recommencé, on n'a pas fait une deuxième série. De toute façon, l'émission avait un peu commencé à changer. On va peut-être écouter, alors là, je n'ai plus le numéro en tête de ce que tu as préparé, je pense qu'on peut peut-être écouter... J'ai apporté les 10. Hein, donc, Eugène Poubelle, c'est le numéro 6, je crois. Poubelle, alors, donc, je regarde, donc Stéphane. Je vérifie que c'est la 6. Poubelle. J'ai la liste. Eugène Poubelle, c'est assis. Ça fait 5 minutes. Vous voyez, c'est un peu loin avec le 5 minutes 04 secondes. Pas vous jugerez. Eh ben, on va écouter au moins le début. Roger-Henri Guérand, piéton de Paris, vous vouliez nous parler des poubelles, je veux dire des poubelles de l'histoire. Oui, des poubelles. Ah, tous les Parisiens, et je peux me dire tous les Français, connaissent et utilisent chaque jour leurs poubelles. Mais ils ne savent pas qu'ils doivent cet instrument à un homme précis, un préfet, Eugène Poubelle. Encore un provincial, un Canet, où son père œuvrait déjà pour l'hygiène au conseil municipal. Poubelle, c'est un professeur de droit civil à la faculté de Caen. Il va entrer dans la préfectorale en 1871 et il sera préfet de la Seine en 1883. Il a 60 ans. Il restera 13 ans en poste alors que ses prédécesseurs changeaient chaque année. C'est un homme d'une énergie extrême. Or, il est soucieux du bien-être urbain avant celui du maintien de l'ordre. Et c'est lui qui va compléter les dispositifs d'hygiène mis en place par Rambuteau et Haussmann, au moyen de 2 décisions qui comptent parmi les plus importantes jamais prises dans l'histoire de Paris. Dès son entrée en fonction, arrêté du 23 mars 1883, que les propriétaires, concierges et chiffonniers considèrent comme une atteinte sans exemple à la liberté individuelle, une mesure socialiste. Les ordures ne pourront plus être mises dehors avant 5h30 du matin. Elles seront réparties en 3 boîtes. Une pour les matières putrescibles, une pour le papier, les papiers et les chiffons, une 3e pour le verre, la faïence et les coquilles d'huîtres. Contrairement à ce que certains journaux avaient affirmé et certains leaders de l'opinion, l'adhésion du public fut immédiate. Les Parisiens ont adopté les poubelles de Monsieur Poubelle sans problème. Ils ont compris. Ils se sont installés dans la modernité. Ce service ne cessera de se perfectionner, vous le savez, pour conduire finalement des autobus, je dis autobus, des camions spéciaux jusqu'aux usines d'incinération. Comme le disait Baudelaire, tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or. La deuxième mesure de poubelle, aussi importante que la première, c'est le combat pour le tout à l'égout, qui fonctionnait déjà à Berlin, à Bruxelles, à Londres, à Madrid, à Rome.
Haussmann n'avait pas osé. En 1894, Poubelle présente aux deux chambres un texte relatif à l'assainissement de Paris et de la Seine. La loi du 10 juillet 1894 sera votée à la Chambre par 412 voix contre 83 et par 201 voix contre 26 au Sénat. Que dit-elle, cette loi ? Les propriétaires des immeubles bordant des rues pourvues d'un égout central sont tenus d'y écouler souterrainement les matières solides et liquides de ces immeubles. Ils devront payer une taxe annuelle de vidange qui sera assise sur le revenu net imposable des immeubles. Un arrêté préfectoral complète ces décisions. Il fixe le nombre de WC dans les immeubles à construire. Il fixe l'emploi des systèmes de vidange autorisés et le comblement des fosses, qui sont alors à peu près 60-65 000, on n'a jamais su exactement. Cette loi est une loi scélérate, empreinte de socialisme révolutionnaire. La Chambre syndicale des propriétaires de la ville de Paris présente 3 recours au Conseil d'État contre les textes de Poubelle, accusés d'excès de pouvoir dans ses arrêtés au sujet de l'exécution de la loi. Un seul fut annulé. Et pourtant, Poubelle n'a qu'une petite rue du côté de la maison de la radio. On peut peut-être arrêter là, Stéphane, merci. On écouterait, évidemment, on va l'entendre à nouveau, hein, plus d'une fois. Donc, il y a toute une série de photos en boucle hein, qui passent derrière moi et qui montrent, évidemment, Roger-Henri Guérand à plusieurs moments de son existence. Donc, je rappelle, pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'il est né en 1923, qu'il est né en Allemagne, où son père était en poste. Et du reste, ça va le marquer profondément, mais Lisa nous en dira peut-être plus tout à l'heure. Il est né dans le fameux quartier Hohenzollern, que Aragon mettra en vert. Pour les mêmes raisons, Aragon y était pour les mêmes raisons. D'accord, au même moment. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la langue allemande sera sa langue préférée. Et donc, il va l'apprendre, il va la parler, il va la lire, mais il va surtout dans ses mémoires à contre-voix, dont je vous recommande la lecture. Je l'ai relu récemment, j'avais oublié plein de choses, évidemment. Et là, je trouve ce livre qui est en même temps incomplet. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui n'a pas été publiée, l'éditeur en a coupé un bout, surtout sur la fin, et c'est un peu dommage. Bon, mais j'ai récupéré le bout qui manquait, donc du coup... Moi, j'ai une édition quasi complète de ça. Et comme tu évoquais la manière dont tu l'as rencontré, moi, je m'en souviens très très bien. C'était en 1983. Je venais d'être nommé directeur littéraire des éditions La Découverte, anciennement Maspero, en 82. Et dans les 2-3 livres que je devais suivre en tant qu'éditeur, il y avait une histoire des commodités d'un dénommé Roger-Henri Guérand, dont je n'avais rien lu à l'époque. Et à ce moment-là, je lui demande de venir me rencontrer. Donc il a 60 ans et il arrive très chic, très grand, très élégant comme ça. Et moi j'avais à l'époque les cheveux beaucoup plus longs, une espèce de gauchiste plus ou moins hippie. Et il me regarde comme ça. Je me souviens très très bien. C'était assez impressionnant. Il me regarde du haut en bas et puis il a dû se dire... Qui c'est ce type ? Il doit rien connaître, il va m'emmerder. Bon. Et alors, en fait, il m'a posé quelques questions. J'ai compris ça beaucoup plus tard pour tester mes connaissances. Et donc, j'ai été reçu, si je puis dire, à l'oral de Guérand. Et donc, après, on est devenus très, très amis. Je lui ai fait faire beaucoup de livres à La Découverte. J'ai conçu même un livre quand j'ai quitté La Découverte pour diriger les éditions Quai Voltaire. À ce moment-là, je lui ai fait faire Mœurs citadines. Et c'est là où je lui ai demandé d'écrire une préface où il écrirait un peu son histoire, c'est-à-dire comment on devient historien et historien du 19e siècle, puisque c'est son siècle préféré, et ça a été le point de départ à Contrevoix par la suite, que j'ai pu faire éditer chez Infolio. Donc on était là, du coup on est devenu excessivement intime, on se voyait très régulièrement, on se téléphonait très souvent, et c'est dans ces circonstances-là qu'il m'a demandé d'être son exécuteur testamentaire. Donc c'est pour ça que je veille, entre guillemets, à ce que son œuvre écrite soit encore et toujours disponible dans les librairies, non sans mal du reste. Et j'étais très très content de réussir en 2009 à éditer justement le livre dont tu parlais, L'Art Nouveau en Europe, en poche, avec la préface somptueuse de Louis Aragon, et avec surtout des textes que Roger-Henri Guérand a écrits bien après sur l'Art Nouveau
à Prague, sur l'Art Nouveau à Budapest, sur l'Art Nouveau à Istanbul, etc., afin de compléter cet ouvrage. Ceux qui ne l'ont pas lu, on en parlera à la fin de la séance, c'est un livre admirable et remarquablement documenté, qui a été publié en 1965 et qui a été presque immédiatement pilonné. Et donc, Roger-Henri Guérand lui-même avait un seul exemplaire, je l'ai trouvé sur Internet, et puis ensuite quelqu'une, plus précisément, m'en a offert un exemplaire que j'ai pu donner à Perrin pour fabriquer cet ouvrage. Et donc, Roger-Henri Guérand, je raconterai des souvenirs tout à l'heure sur les titres, sur son œuvre, etc., mais sur l'orateur et sur le personnage, c'est vrai qu'il était pour moi tout de suite théâtral. Alors je vais demander à Ginette de venir, Bati Torniquian, et puis aussi Daniel Lecouédic, de venir nous parler du professeur. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un prof ou est-ce que c'est aussi un comédien? C'est souvent assez proche. Venez tous les deux. C'est très informel, hein, c'est normal, hein, donc je ne vais pas présenter tout le monde, vous vous présentez vous-même en prenant un micro. Voilà, hop. Daniel, tu vas parler à plusieurs reprises, tout à l'heure tu nous montreras des images, mais pour l'instant on va commencer par le prof. Donc Ginette, vous l'avez connu, tu l'as connu, on va se tuer, c'est plus simple, à Paris, à UP8. Je sais, vous m'entendez là? Ça a l'air d'être super. Oui, moi, quand j'ai connu Roger-Henri Guérand, il était déjà initié au milieu de l'architecture. Et moi, je commençais seulement. Parce qu'il avait, à partir de 1966, il avait rencontré aux Beaux-Arts Bernard Huette. Et ils étaient devenus très amis. Et Guérand avait introduit, on dirait, l'architecte Bernard Huette à l'architecture sociale et à l'habitat social. Donc, il avait déjà fait sa thèse avec Jean Bardelot, et donc il avait ce côté qu'adore les architectes, pas totalement comme tout le monde, quoi. Il était un peu bizarre, chic, élégant, voilà, avec des fringues absolument luxueuses, puisqu'il était d'une famille quand même où on avait su traiter le cuir et la laine, et puisqu'il était de la famille Hermès, et donc il a toujours été habillé par Hermès. Donc ça donnait quand même quelque chose d'impressionnant. Donc je vois ce monsieur, très très élégant, très bien habillé par rapport à tout le milieu, et ne voulant pas être payé. Voilà, donc il dit oui, on discutait des cours, on discutait de la pédagogie qu'on allait monter pour les écoles d'architecture. Et lui, il dit, oui, moi je viendrai faire quelques petites interventions. Et il y avait Bernard Huette qui lui disait, bah non, quand même un peu plus. Il disait, oui, mais à la fin, il faudra prévoir autour de moi, parce que je ne sais pas si je serai, etc., quoi. Et ça a pris des années. En fait, il a demandé à avoir un statut, à ce qu'on lui donne un poste, parce que les gens, à un moment donné, ne voulaient plus l'inviter dans les conférences, parce qu'ils avaient bien repéré qu'il avait un doctorat, mais qu'il n'avait aucun poste. Et donc, il n'était plus invité. Donc, à ce moment-là, il est venu au conseil enseignant de l'école de Belleville en disant, écoutez, j'ai un problème, il y a des gens qui ne me reconnaissent plus. Alors, c'était jamais direct avec Guérand. Il nous disait jamais, voilà, il y a telle chose et il faut la régler de telle façon. Il fallait toujours deviner ce qu'il était en train de nous raconter. Donc, on avait quand même mis 15 jours. Et il était très vexé. Il n'était plus venu faire cours du tout. Il y avait Jean-Patrick Fortin l'avait appelé. Enfin, il avait dit, qu'est-ce qui se passe, Roger-Henri, on t'a vexé. Enfin bon. Et puis, en fait, on a appelé le ministère et on a dit, il faut absolument, pour notre professeur d'histoire sociale de l'habitat, 19e, 20e, fondamental pour Belleville, puisque toute l'école de Belleville était fondée sur cette thématique, puisque c'est une école dans laquelle on n'a rien fait d'autre que du logement et de l'équipement social public, architecture publique, logement public, et rien d'autre. On n'a jamais fait une banque, on n'a jamais rien fait, enfin on a suivi la rigueur de Guérand. Donc,
On ne pouvait pas s'en passer quand même. Donc il a eu un poste, après il était très content, il allait partout et voilà, il pouvait dire « je suis enseignant à Paris-Belleville ». Donc c'était quand même un personnage difficile à attraper, mais qui par ailleurs avait, je ne sais pas comment dire, une direction morale établie et de laquelle sur laquelle il ne transigeait pas. Donc à chaque fois qu'il travaillait sur quelque chose, il considérait que c'était la chose sur laquelle il fallait travailler, et il avait du mal à comprendre que ça ne puisse ne pas intéresser tout le monde. Voilà, c'était... Oui. Je confirme sur ce dernier point. Mais moi qui ne connaissais pas cette histoire-là, quand il m'évoquait son statut, j'ai oublié comment ça s'appelait, il ironisait quand même qu'il avait un tout petit poste. Ah bah oui, bien sûr. Et il me disait, ah oui, Siriani, Huad, c'est les chefs, c'est les architectes, alors eux, ils sont professeurs. Moi, je ne suis que, je ne me souviens plus, chef de travaux pratiques, un truc comme ça. Oui, c'est ça, oui, il était... Quatrième rang, je sais pas quoi. Il a été au dernier échelon. Mais au départ, il trouvait tous les titres méprisables, alors c'était compliqué. Je veux dire, il disait, professeur, jamais, ridicule. Donc, il fallait lui donner un poste et en même temps que ça ait... En fait, au départ, il voulait être Roger-Henri Guérand, point. Il voulait pas de poste. Mais on savait même pas de quoi il vivait. On avait des moments de grande inquiétude. On se disait, mais c'est pas possible. Il vit de quoi? Et pendant des années, on s'est demandé de quoi il vivait. Parce qu'il faisait pas de recherche déclarée. Il a commencé à faire de la recherche avec une personne qui est ici, Sophie Rousseau, qui va nous en parler dans quelques instants. Ça a été le prétexte parce qu'il a pris une étudiante avec lui qui faisait un travail sur le logement social en Europe, qu'il a bien voulu avoir un contrat qu'il signe. Mais il ne voulait pas... donc il faisait toutes ses études, tout son travail en archives. Je veux dire, il passait quand même vraiment la plus grande partie de son temps dans des archives publiques. De toute façon, il connaissait un nombre de choses absolument incroyables et il passait son temps à ramasser des informations. C'était vraiment quelqu'un qui travaillait énormément. Mais donc, il ne voulait pas être dans le laboratoire de recherche de l'école. Il ne voulait pas avoir de poste. On le voyait arriver dans ses tenues magnifiques. En effet, même avec le poste de prof, il n'aurait pas pu se payer non plus. Moi, j'adorais le toucher. Chaque fois que je le voyais, je le touchais. Parce que j'avais dans la main des choses que je n'ai jamais eues après. Des laines, mais vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Enfin, du Hermès, vous pouvez aller, vous allez chez Hermès et vous touchez un peu les choses et vous voyez l'effet que ça vous fait. Donc, les cachemires de prise unique à côté, c'est zéro. Donc là, vraiment, voilà, de la tête aux pieds, je veux dire, les chaussures, les chaussettes, tout était grand luxe. Voilà. Tout était Hermès. C'était simple. Et pas un sou. Et nous, d'abord, on n'a jamais su. Voilà, on n'a jamais su comment il a fait. S'il a vécu que du salaire de sa femme pendant pas mal d'années. On va entendre tout à l'heure, il a quand même été instituteur d'abord, ensuite surveillant général au lycée. Oui, mais là, quand il enseignait à Belleville, c'était pas la situation. Et quand il a été, à partir de 66, en fait, il a fait la pré-réforme des Beaux-Arts avec Bernard Huette. Et en fait, il a été présenté à Bernard Huette par le prêtre des Beaux-Arts. Donc Bernard Huette était ami avec ce prêtre, parce que Bernard Huette était un homme de gauche et chrétien, et ils se sont connus comme ça. Et c'est en papotant ensemble, donc le prêtre des Beaux-Arts, je savais qu'il y avait un prêtre des Beaux-Arts à cause de Guérand, l'aumônier, ah oui, voilà, les architectes doivent savoir, mais moi je ne suis pas architecte. Donc l'aumônier des Beaux-Arts, Bernard Huette, c'est étonnant pour dire la réforme des écoles d'architecture, vous voyez par quoi ça passe. Donc l'aumônier, Bernard Huette et Roger-Henri Guérand. Alors Bernard Huette fait une rupture avec l'atelier Aretsch, décide de partir, Guérand trouve que l'idée est formidable, ils y vont ensemble et ils concoctent ensemble la grande relation architecture-sciences humaines. À eux deux, tranquilles. Voilà. Et ils n'ont peur de rien, ni l'un ni l'autre. On va dire des choses comme ça. Et tout ça se passe dans un lieu qui est mythique, qui s'appelle l'impasse Lisa. Donc pour les initiés, il y a l'impasse Lisa, et voilà, c'est ce couple extraordinaire. Elisa Dietrich va nous parler tout à l'heure, mais
C'est pas le nom de sa rue. Daniel. Oui, juste un petit mot sur de quoi vivait-il. C'était un extraordinaire polygraphe, hein. C'est-à-dire qu'il écrivait, notamment pour les organismes HLM, des plaquettes pour des anniversaires de création, et il avait une activité intense dans ce domaine qui lui apportait certainement pas des sommes extraordinaires, mais qui lui permettait d'avoir le complément dont vous cherchiez l'origine tout à l'heure. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur le professeur. Alors d'abord, je prends au bon ce que tu disais tout à l'heure, je l'ai côtoyé pendant 2 ans, mais sans le savoir, lorsque j'étais lycéen à Janson de Sailly. Il était effectivement dans un petit guichet près de la loge du grand lycée, et il y avait le petit et le grand lycée encore à Janson de Sailly à l'époque, et il était chargé de contrôler la véracité des excuses qui étaient fournies pour les retards et pour les absences. Donc lorsqu'on arrivait en retard au lycée, on devait faire ce petit détour, les grilles étaient déjà fermées et on passait devant lui. Mais je n'avais jamais remarqué à ce moment-là, hein, j'avais 15-16 ans, le personnage particulier. Il l'a fait jusqu'en 66. Donc moi, c'est en 65 et 66 que je l'ai côtoyé. Avant, j'étais au petit lycée, je n'avais pas le droit de passer par ce lieu de vérification. Bon, donc l'enseignant, je ne l'ai pas connu. Sinon, je dirais dans des conditions un peu particulières, dans une commission notamment, qui avait été mise en place au ministère de l'Équipement, qui à l'époque avait encore autorité sur l'enseignement de l'architecture, pour les promotions en carrière et pour les accréditations des équipes de recherche. Et il avait été nommé dans cette commission, comme je l'étais au titre de l'enseignement supérieur. Et là, le personnage que je connaissais au travers de 2 livres essentiellement, Les lieux qui avaient assuré sa notoriété, bien sûr, et puis celui sur l'Art Nouveau, parce que lorsque je suis devenu enseignant à l'université, je devais faire un cours qui abordait l'Art Nouveau, et il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Il y avait quelques livres d'images, hein, mais d'ouvrages vraiment sérieux, et qui abordaient la question sous l'angle social, alors que généralement l'Art Nouveau était encore présenté à la fin des années 70 comme une futilité, quelque chose qui était associé aux maisons closes et aux restaurants où on se produisait avec des demi-mondaines et des danseuses. Lui rattachait au mouvement mauricien et montrait l'ambition sociale qu'il y avait derrière cette production. Donc c'était un livre vraiment précieux à cette époque-là. Après, il y a eu beaucoup de choses. Il n'y en a pas eu tant que ça, en fin de compte. Hein. Bon, d'où le mérite de cette réédition. Donc je l'ai croisé là, où là j'ai tout de suite évidemment vu ce que lui-même dans ses mémoires appelle la dérision qui est consubstantielle, dit-il, à son personnage. Effectivement, c'est les jugements à l'emporte-pièce, mais qui en réalité étaient fondés, mais qu'il servait comme ça, brusquement, de façon très étonnante, avec ces élans vocaux que tu évoquais tout à l'heure, François. On faisait dans ces commissions quelqu'un d'assez incongru, à vrai dire, mais qui était rarement pris en défaut dans le bien fondé de ce qu'il proposait. Hein. Je me souviens que dans les promotions qui étaient rares, il fallait ferrailler, et lorsqu'il soutenait quelqu'un, c'était avec conviction et en se fondant non seulement sur la production qu'on va qualifier de scientifique, mais sur l'épaisseur humaine de la personne. Il était très attentif, hein, sous ses dehors assez extravagants. C'était quelqu'un qui était vraiment toujours très très attentif à ses interlocuteurs. Alors l'enseignant, moi je l'ai connu lorsqu'il n'enseignait plus. C'est un peu paradoxal, mais lorsqu'il a pris sa retraite en Bretagne, on s'est beaucoup vu à partir de ce moment-là, et il est intervenu à plusieurs reprises à l'Institut de géo-architecture que je dirigeais à l'époque, et puis il s'est lié d'amitié avec un certain nombre de nos étudiants qui travaillaient sur des mémoires, et il les a accompagnés, il les recevait souvent à Rennes, il venait même à Brest pour rencontrer des étudiants, et je pense que ça lui manquait beaucoup, hein, de ne plus enseigner, de ne plus être dans ce monde. Donc voilà les quelques souvenirs de l'enseignant que je peux avoir. Alors pour en savoir plus, on va demander à Sophie et à Lisa, qui ont été étudiantes de Rangère-et-Guérand, de venir nous raconter leurs souvenirs. Quelqu'un d'autre a été étudiante? Oui, alors venez. Il y en a plusieurs dans la salle. Oui, alors on va faire tourner un micro. On va les seuls. Ouais. Moi, j'ai rencontré Guérand, j'avais passé 2 ans à l'école d'architecture qui était dans le Grand Palais à l'époque, qui était UP7, qui était plutôt technique. Et je suis arrivée, j'ai changé d'unité pédagogique en 3e année. Je suis arrivée à rue du Chevaleret à l'époque. Et là, c'était un paradis pour l'histoire. Alors, il y avait des gens comme Huette qui faisaient une matinée, les mains dans les poches, et qui vous racontaient tous sur la Renaissance. Et puis, alors, évidemment, il y avait Guérand, l'Art Nouveau et le logement social. Alors, j'avoue que ces 2 trucs-là, et puis la façon, c'était assez incroyable, parce qu'il arrivait à faire un cours, il n'y avait pas de diapo à l'époque, les premiers cours, il n'y avait pas de diapo. Après, c'est venu un petit peu.
Au début, non, il n'y a pas de PowerPoint à l'époque. Et donc, rien qu'au ton de la voix, à l'énergie qui dégageait, on tenait la matinée. Parce que maintenant aussi, moi, chaque fois que je travaille aux Pays-Bas, c'est 3 quarts d'heure, 1 quart d'heure de pause, 3 quarts d'heure, 1 quart d'heure de pause. Lui, on faisait 4 heures non-stop et on y était, quoi. Mais en même temps, c'était où on adorait, où on détestait. Il n'y avait pas vraiment le demi-milieu. Et alors, maintenant que je suis devenue enseignante, je me rends compte, parce que donc moi, j'arrivais, j'étais assez passionnée, alors après, ça devenait une espèce de jeu, c'est-à-dire qu'il était là, il fait « Ah, je n'attendais que toi pour commencer le cours !» Alors moi, j'arrivais à l'heure, mais quand même, ça y est, c'était sur moi. Et donc, il commençait le cours, et puis quelques années après, il me dit « Mais j'ai décidé de partir aux Pays-Bas, il n'y avait pas d'Erasmus et tout ça, j'ai organisé ça toute seule, et donc, j'ai disparu 1 an. Ma 5e année, je suis partie aux Pays-Bas. Et je suis revenue, et alors dans le couloir du P8, je m'en rappelle encore, « Oui, toi, l'affreuse créature, là, même pas une petite carte pour le vieux, il peut crever, le vieux. Où est-ce que t'es parti ?» et tout. Je sais pas, je suis allée aux Pays-Bas, pourquoi? Il fait « Et alors, qu'est-ce que t'as foutu là-bas ?» Alors j'ai moi j'ai ramené plein de documents sur le logement social, le néerlandais. Il fait « Ah, c'est très bien, tu m'appelles dimanche. Si tu m'appelles pas dimanche, on ne se parle plus jamais. » Et puis, bon, j'ai appelé le dimanche, je vous voyais à l'époque. Et puis il m'a fait « Bon, mais c'est extraordinaire tout ce que tu as ramené, on va faire un bouquin. » Je dis « Bouquin, moi c'est pas mon truc. »« Si, on va le faire ensemble. » Bon, d'accord. Et voilà, et je suis partie à commencer des recherches. Mais j'avais pas compris comment il avait repéré que ça m'intéressait. Mais maintenant que je suis enseignante et il me disait « Mais tu te rends pas compte, la plupart des étudiants, c'est des veaux. Et on voit ce que ça intéresse, on le voit dans les yeux. » Et maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, je me dis il n'avait pas tort. C'est assez vrai. Et donc je suis partie dans une aventure à faire plusieurs recherches sur les origines du logement social, parce que ça s'appelait Les origines du logement social en France, le bouquin. Et donc après ça a été les Pays-Bas, l'Autriche, l'Angleterre. Enfin voilà, pour mon expérience d'étudiante. Tiens, toi. J'ai le micro. Oui, et... Donc Lisa, moi, présentez-vous, parce que sinon... Lisa Diedrich. Donc Sophie Rousseau et Lisa Diedrich. Et puis vous donnez votre nom tout à l'heure. Étudiante aussi, le Roger Henry. Et je l'ai connue en fait à ma 2e année à UP8. J'ai été inscrite comme étudiante régulièrement, mais venant d'Allemagne. Donc j'avais fait un choix en quittant l'Allemagne parce que je trouvais l'éducation en architecture trop portée sur la technique. Et ce que j'avais pu entendre, l'éducation en France, ça m'attirait plus parce qu'il y avait un mélange justement peut-être entre l'art et les sciences sociales. Voilà. Bon, en première année, je suis plutôt tombée chez, à l'époque, le groupe UNO. C'était encore complètement autre chose. C'était les néo-corbusiens. Je n'avais pas attendu. Et j'étais un peu perdue. Et en 2e année, je me suis inscrite justement dans le cours Les origines du logement social. Et c'est là que j'ai croisé Roger Henry. Et c'est là que j'avais, pour de vrai, il me semble toujours aujourd'hui, fait mon entrée à Paris et aussi à la culture architecturale française. Et peut-être aussi à cette espèce de champ plus large que l'architecture pourrait ouvrir pour celui ou celle qui croise Roger Henry. Pour moi, c'était donc le cours avec exactement ces aspects théâtrales, en quelque sorte. On pouvait être très proche, enfin, il n'était pas formel du tout, évidemment, et donc on avait un rapport assez étroit avec lui. Si on était intéressé, c'était très facile. C'était une personne de très accessible, qui ouvrait volontiers son agenda pour vous donner des contacts parce qu'il savait que ça vous intéressait. C'était pas quelqu'un qui gardait ses informations pour lui, pas du tout. Et j'ai toujours gardé ça en tête. J'essaye de faire la même chose parce que j'ai trouvé ça formidable quand on est étudiant de pouvoir aller chercher là où on veut et d'être aidé. Il y a rien de mieux. Et puis, je crois que aussi à cette époque, étant étrangère, je me sentais un peu perdue juste pour le fait d'être étrangère et de ne pas être complètement intégrée dans une famille française, de vivre dans le périmètre du périphérique à Paris, que personne ne franchissait à l'époque. Donc j'étais venue même de plus loin que la banlieue, la sous-banlieue, l'étranger, l'Allemagne. Et quand j'ai rencontré Roger Henry, évidemment, c'était autre chose, parce que lui, comme tu avais dit, il s'intéressait et même pratiquait l'allemand. C'était du jamais entendu pour moi à Paris. Et en ce temps, il y avait aussi un échange qui existait déjà entre l'école de Belleville et plusieurs écoles ailleurs, mais entre autres l'école de la faculté d'architecture de Stuttgart en Allemagne. Et il y avait régulièrement un échange par année. Il y avait 3-4
étudiants stuttgartois qui débarquaient à Belleville et que Guérand prospectait toujours. Il repérait, il voyait dans la salle, il disait « Où sont les Boches ?» Alors les Boches faisaient signe, et les Boches étaient intégrés dans le reste de la fête. Et c'est vrai, il nous a fait découvrir Paris, je crois, à tous. Parce qu'il disait, vous allez entendre, allez écouter cette conférence-là, vous me suivez à rue Buffy, je sais trop, je parle une ligne. Et il nous a évidemment aussi, pas seulement fait découvrir le logement à travers ses cours, mais il nous disait, allez voir la rue d'Aviel, et vous n'allez pas manquer la cité Napoléon. Tu connais pas ça, mais c'est pas possible, voilà. tu y ailles. Oui, moi je me retrouve sur l'estrade, mais c'était pas du tout prévu. J'étais même pas sûre d'être dans la salle aujourd'hui, mais je suis ravie parce que je suis en même temps très émue. En effet, j'ai été étudiante de Roger-Henri Guérand, et c'est évidemment pour cette raison que je suis là. Et le témoignage, Marie-Françoise Martin, oui. Bon, alors moi, je suis aujourd'hui dans le métier du logement social, mais dans la maîtrise d'ouvrage. Et j'ai été inoculée, enfin, le virus du logement social m'a été inoculé à UP8 par Bernard Huette et par Roger-Henri Guérand, et également sous la présence de Ginette. Et donc, mais je suis pas du tout. J'ai fait un peu de recherche avec Bernard Huette quand j'étais étudiante, mais ensuite j'ai été vraiment dans un autre univers, donc je suis plus du tout. Mais j'ai effectivement un souvenir absolument extraordinaire des cours de Roger-Henri Guérand, le seul cours où les élèves arrivaient 1 heure à l'avance, où les couloirs étaient pleins. Les places étaient très chères et effectivement, il y avait une espèce de... oui, c'était un spectacle assez extraordinaire. Non seulement le spectacle, et puis évidemment le contenu de tout ce qu'il de tout ce qu'il transmettait, quoi. C'était vraiment à la fois un homme pas seulement de théâtre, mais je pense qu'il avait dans la transmission, oui, un enthousiasme extraordinaire. Ginette dans le micro. Excusez-moi. Oui, il a été élu, il a été adjoint au maire, je ne sais plus dans quelle ville de banlieue. Hein, il habitait donc il habitait pour les Parisiens, il habitait la banlieue, il se faisait prendre en photo dans les HLM, il trouvait que c'était le seul endroit où il fallait vivre. Je veux dire, donc en fait, il était... Donc c'était ça qui était fabuleux. Donc vous avez vu un peu le personnage, ce grand mec super élégant, super fringué et tout, en train de dire il n'y a qu'un endroit pour vivre, c'est dans le logement social, c'est le HLM, ailleurs on s'ennuie, tout ça c'est plus ou moins... vraiment ici c'est mou, enfin voilà. Et donc la seule chose qui pouvait sauver Paris, c'était l'Art Nouveau. Et alors il envoyait les étudiants, à un moment donné il a dit il faut... systématiquement reprendre toute la ville en relevant tous les endroits où il y a de l'art nouveau. Donc évidemment, il y avait les stations de métro et puis il y avait tous les types de bâtiments. Et alors les étudiants y allaient et ils faisaient tout ce qu'il lui disait. Et il était complètement militant, mais envoûté en même temps et engagé, et il entraînait tout le monde. Alors, c'était assez fabuleux parce que l'école était quand même une petite école et vraiment il donnait la passion de vivre, ce qui allait devenir ensuite le métier des architectes. C'était de devenir des militants de la société, en fait, d'être engagé socialement. Il avait, avec ses airs, il a quand même été élu, il a été élu plusieurs fois, il a entraîné sa femme et ses enfants dans la banlieue, il voulait être comme ça, une sorte de modèle de la vie de demain. Donc il avait une idée du futur qui était un futur avec un très violent engagement social, en fait. Donc c'était très très intéressant, puisqu'on sortait d'un monde où en même temps il y avait la critique du grand ensemble déjà qui apparaissait, et où lui il disait c'est pas par là que ça passe, c'est pas direct, c'est pas ce type de violence tel que les gens l'expriment. Donc il avait une recherche de la... Enfin, je sais pas, il avait
un sentiment, beaucoup d'humour, l'esprit ultra critique, passionné par tous les savoirs possibles, et il pensait que si les gens rentraient dans son mode de vie à lui, eh bien, ça serait une forme de bonheur. Donc c'était vraiment percutant comme enseignant dans l'école, quoi. Oui, moi je voulais juste rajouter, parce que alors la coïncidence extraordinaire, c'est que Vernouillet, j'ai travaillé sur un projet de rénovation urbaine de Vernouillet, et j'ai appris à l'époque qu'effectivement Roger-Henri Guérand avait habité là. Et il était question de démolir la tour où il avait habité. Voilà, non mais pour le moment, non, on est plus sur cette hypothèse-là. Mais j'avais été effectivement assez... voilà. On va terminer cette première partie de One Man Show sur le conférencier. Donc, oui. Sophie. C'est-à-dire qu'entre le comédien ou le conférencier... Oui, enfin, je me rappelle aux Pays-Bas, à mon retour, aux Pays-Bas, il y avait des gens avec qui j'étais en contact qui avaient comme thème pour leurs étudiants Paris, les années 20, etc. Et donc, ils cherchaient des intervieweurs. Je dis, vous devriez inviter ce personnage, vous allez voir, c'est passionnant. C'est pas l'architecture, le Corbusier et tout, c'est toute une autre facette, ça va vous faire découvrir des choses. Et donc, ils ont suivi mon conseil et Guérand est arrivé aux Pays-Bas. Bien sûr, il ne parlait pas néerlandais. Il n'a pas voulu le faire en allemand parce que de toute façon, ça n'aurait pas été l'idéal. Et alors, on a cherché un traducteur. Alors, ça a été Piotr Honrep, personnage très particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin, en fait, ça a été un duo absolument incroyable, avec Roger qui parlait en français, mais déjà dans les intonations, dans les mouvements, il y avait la moitié de la salle qui avait déjà compris ce qu'il avait dit, alors qu'il ne parlait pas français, alors, rien. Et il y avait derrière, comme une petite souris tout à fait effacée, un gentleman un peu britannique, très guindé, qui, impassible, traduisait en néerlandais ce que Guérand venait de dire. Donc il y avait une espèce de duo incroyable, et là où on voit, c'était le one-man show, ah, c'est sûr, parce que l'autre était tellement effacé, c'était vraiment dans le spectacle que Roger donnait que la grande partie du message passait, quoi. C'était incroyable. On va écouter un extrait. Alors je modifie un peu le conducteur parce que la parole étant parlante, et c'est très bien comme ça, on ne va pas passer l'extrait numéro 2 où il dit qu'il a été instituteur d'abord dans la banlieue, mais le numéro 3 de Avoinu. Stéphane, merci beaucoup. Le prof ne rit pas, j'ai le titre assez éloquent, publié en 1964, et c'est la photo prof, publiée en 1987. Alors là, quand même, vous y allez pas par le dos de la cuillère. Ah oui, j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Je crois y avoir été aidé d'ailleurs par un livre que personne ne lit, une grande thèse de doctorat, qui est une thèse sur le professeur du 19e siècle, la thèse de Gerbaud, qui n'a pas récidivé. Et cette thèse n'a pas été réimprimée, n'existe pas en format réduit, et c'est grand dommage, parce que c'est un ouvrage capital, qui nous montre tout le secret du corps enseignant, c'est-à-dire changer de classe sociale, accéder à la bourgeoisie grâce au passage par des examens et des concours, surtout de plus en plus extravagants et sans aucun rapport avec la mission d'enseignement qu'ils sont censés exercer. Le prof ne rit pas. Oui, donc vous avez entendu, là, alors c'est tout à fait récurrent dans tous ses livres, dans toutes ses confidences radiophoniques et autres. Il a une haine de Normal Sup, de l'agrégé, de la Sorbonne, et des professeurs en général, qui est une constante, et qui, alors si on voulait le fâcher, il suffisait de le lancer sur ce thème, et là il était intarissable. On va passer à ce deuxième volet maintenant, qui est le chercheur-trouveur, et je vais demander à Sylvain Briand de venir nous faire entendre un extrait d'une émission qu'il a réalisée sur le métropolitain, car... le chercheur, il faut que Sophie reste parce qu'elle est obligée. Voilà, Sylvain, et on va lancer tout à l'heure l'extrait de radio. C'est Radio Libertaire ou c'est sur une autre radio? Il y a eu plusieurs radios. Non, mais sur le métropolitain. Le métropolitain, alors la première, la diffusion s'est faite sur Radio Libertaire parce que l'enregistrement date de 1992 et a été réalisé dans les studios de Fréquence Gay devenus FG déjà en 92. Et comme dans cette radio, les conflits étaient fréquents, ça n'a pas duré longtemps, ce qui fait qu'il a fallu que je reparte sur Fréquence Paris Pluriel à la rentrée 92, et après, à partir de 2000, sur Radio Libertaire.
Et donc, sur Radio Libertaire, j'ai essayé de rediffuser tout ce que j'avais pu avoir d'entretien avec Roger. Alors, on écoute peut-être cet extrait. C'est quel numéro? Parce que je n'ai plus... alors là, je vais reprendre mes feuilles. Oui, voilà. Parce que Stéphane est... C'est sur lequel tu disais? C'était le... C'est l'aventure du métropolitain. Donc, voilà, c'est le numéro 2. Voilà. Auquel s'ajoute ce qui va d'ailleurs... On va déjà écouter voilà, celui-là. non, mais ils sont... Vous allez vous rapprocher du bruit. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation dans les destinées, parce que j'avais du mal à imaginer une émission sur les 100 ans du métro sans vous. Oh, c'est impensable. Même si vous êtes loin d'avoir le même âge que Oh, hélas, ça oui, mais enfin, tout de même. Je ne croyais pas arriver jusqu'au centenaire, oui, je ne croyais pas. Ça s'est fait comme ça. Voilà, d'accord, j'ai compris. Mais il faut peut-être préciser que vous êtes celui qui a écrit Les Mémoires du métro, qui est un ouvrage qui est devenu introuvable. Ah, c'est le premier. Et qui est paru en 1961 aux éditions de la Table Ronde, si je Voilà, ne me trompe c'est pas. Oh, ils ont toutes les attentions pour moi. Ce personnage est le représentant d'une radio, je ne sais pas si est-ce que je dois la dévoiler. Ah, je peux la dévoiler, oui. C'est Radio Libertaire. Alors, nous sommes de notre cher 16e. Ah oui, alors, j'emploie cette expression de notre cher 16e, et vous pouvez penser que c'est une manière d'expression humoristique. Mesdames, messieurs, c'est une expression officielle. Dans les années 60, le journal de l'arrondissement s'appelait Notre cher 16e, en grand caractère. J'aurais dû en conserver quelques exemplaires que je vous aurais montrés aujourd'hui. L'organe municipal de notre donc je n'ai rien à demander. Alors, notre cher 16e, eh bien, mes chers amis, ce m'est un plaisir de vous dire que cet arrondissement est le plus chic de Paris, et je le prouve. C'est le premier arrondissement qui a 12 000 contribuables payant l'impôt solidarité sur la fortune. 12 000 de notre cher 16e, celui qui en paie le moins, c'est le 20e, avec 800 seulement contribuables. 800 pour le 20e, 12 000 pour le 16e. Dernier chiffre des impôts de 2002. Intéressant, vous ne trouvez pas? C'est fou. Alors là, c'est quelque chose de curieux, parce que le premier, effectivement, la première partie date de 1992. La seconde, c'est que Roger, je l'appelle Roger, depuis qu'il est mort, je le tutoie et je l'appelle Roger. C'est comme ça. C'est que j'ai terminé la dernière émission des 4 que j'ai fait au mois de mars 2007 sur Radio Libertaire par une lettre à Roger, où je lui ai dit tout ce que je n'avais pas pu. Je lui ai dit alors. Et ce que vous avez entendu avec les crachotements, il avait accepté de prendre un micro-cravate qui était de mauvaise qualité, qui m'avait été prêté par quelqu'un. Et il avait accepté parce que je lui ai dit, je voudrais conserver en enregistrement ce que vous allez dire pendant toute la visite du 16e arrondissement de Guimard et de tout l'Art Nouveau, puisque c'était les Journées du patrimoine. Donc on était devant la maison de la radio, et il y avait, je sais pas, 50 ou 60 personnes qui étaient là, et il me fait le truc, vous vous rendez compte, il m'a mis un micro, mais je suis suivi, et c'est Radio Libertaire, vous imaginez, et il a donc fait tout ce panorama ensuite. Alors peut-être quelques mots, parce que vous avez parlé les unes et les uns et les autres, de la manière dont vous l'avez rencontré. Pour moi, Roger moi j'ai une passion pour le métro depuis l'âge de 6 ans et demi. C'est un endroit fabuleux, mystérieux, les tunnels qui s'en vont à droite, à gauche, le nez sur la contre-allée pour voir dans l'autre sens comment ça se passait, du bout du bonnet, etc. Et il y avait un ouvrage qui était sorti, c'était quasiment le seul, c'était les Mémoires du métro, Hergé Guérand. Pour moi, c'était un mystère. Mais un mystère, et puis c'était comme un dieu. Alors si on pense... bonjour Sophie. si on pense à la formule de bienvenue sur la mythique gréco-romaine que Jean Robert avait ressorti dans son ouvrage Notre métro, et on imagine un petit peu l'ensemble. Et quand je me retrouve sur FG, effectivement, l'aventure du métropolitain que tu avais réédité sort, donc qui est à peu près la copie conforme, mais en amélioré de Mémoire du métro. Enfin, moi, c'est ce que Roger m'avait dit. Et on commence là.
Et après, la suite, en fin de compte, c'est lui qui l'a décidé. Mais il l'a décidé comme il l'a décidé pour chacun et chacune d'entre vous. C'est-à-dire, c'est lui qui décide de qui rentre dans son air. C'est lui qui décide de l'amitié qui vous porte et qui vous fait rentrer dans son amitié. Et nous, notre amitié, elle est née involontairement de ma part. C'est moi qui l'ai provoqué. Mais je ne l'ai pas provoqué par volonté de le provoquer. Je l'ai provoqué parce que quand je fais une émission de radio, je suis libre. Si on parle du bidet, j'envoie, mon cul est une aiguille. Il était comme ça sur TSF. Voilà, je vais jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut rien cacher. Et j'étais en phase totale avec Roger. Et ce que l'on a en commun, Roger et moi, lui il est hétéro, moi je suis homo, lui il vient de l'église, il était castré par l'église, et moi j'étais castré par le parti communiste. Et donc, notre libération s'est faite l'un et l'autre de manière très différente. Et dans cette émancipation, eh ben, effectivement, on a explosé. On a littéralement explosé dans la liberté, le regard, l'exigence, l'éthique. Toutes ces questions-là sont venues naturellement. Et notre rencontre s'est faite à la fin de sa vie, qui malheureusement a été trop courte. Mais alors, j'ai eu le bonheur, avec Jean-Pierre Lyonnais, président du Cercle Guimard, à l'époque de Paris Perdu, parce que c'est lui qui est venu me chercher après pour Paris Perdu. On s'est croisés au pavillon de l'Arsenal, il m'a dit, dis donc Coco, il faut que tu fasses quelque chose sur Paris Perdu. Et donc là-dessus, on s'est baladé dans le 16e, et on a fait une émission fabuleuse, ce qui m'a permis ensuite il m'a donné sa confiance. Il y a un moment, il m'a dit, dis donc Coco, j'ai un problème, j'ai une disquette, j'ai mes mémoires qui sont dessus, mais je sais pas comment l'imprimer, je te l'envoie et tu me renvoies l'imprimer. Je me suis retrouvé avec la disquette de ses mémoires. Part par la poste quand on sait la fragilité d'une disquette. Pas une clé USB, une disquette, il faut bien savoir ce que c'est. Se rappeler un peu les souvenirs. J'ai eu la disquette, j'ai fait une copie, je lui ai dit, je peux en faire une, moi. Pourquoi avoir un problème, tu te fais ta copie. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance qu'il puisse venir chez moi et que l'on fasse un entretien sur ses mémoires avant même qu'il soit sorti. C'est-à-dire, moi aussi, j'ai l'original, quelque part, puisque j'ai le manuscrit original. Et donc, j'ai une émission qui, malheureusement, dans les affrontements qu'il y a eu à avoir sur Radio Libertaire, il n'y avait pas que sur Fréquence Gay que ça se passait, parce que j'ai été aussi président de Fréquence Gay en 84. Là aussi, il y a eu rupture, là aussi, il y avait quelque chose, parce que avec eux, il faut... voilà, c'est une vision... Je ne parle pas des anarchistes en général, je parle de ceux qui sont militants, qui sont dirigeants de ces choses-là, qui dirigent Radio Libertaire. Et si Radio Libertaire existe, parce qu'eux aussi, ils sont comme ça. Elle a perduré, et donc c'est aussi une bonne chose. Mais il y a toujours des conflits qui peuvent venir, ce qui fait qu'en mai 2005, la première partie de l'entretien avec Roger a été diffusée, mais la seconde ne l'a pas été. Elle est montée, elle est mixée, elle est disponible, elle n'a jamais été diffusée, j'ai pas eu le temps de la diffuser quand je suis revenu sur Radio Libertaire, parce que là aussi, après, ça a pété. Donc il y a eu toutes ces questions-là. Et je voudrais féliciter Paris-Belleville parce que je me rappelle que vous aviez fait une journée sur Roger, c'était quasiment les derniers mois de sa vie, où il y a eu un très bel ouvrage qui est sorti sur les œuvres de Roger à ce moment-là. Oui. Ça vous dit quelque chose ? Ce qu'il y a, c'est que c'était en 2006, il y a 10 ans, l'école d'architecture de Paris-Belleville devait déménager et on attendait chaque année que le déménagement se fasse. Alors avec les ministères, c'est toujours un peu compliqué. Et là, en plus, on avait le bâtiment à brûler. Donc ça a repoussé les travaux de 2 ans. Je vous dis ça parce qu'on avait prévu un grand truc pour Guérand, évidemment. On avait prévu de rentrer dans la nouvelle école comme si on arrivait dans un vaisseau. Donc on voulait mettre des grandes banderoles, une bouteille de champagne, des ciseaux immenses pour couper la banderole, pour ouvrir l'école, et c'était Guérand qui devait faire tout ça. Donc on avait vraiment on avait essayé d'inventer quelque chose qui soit pas forcément à sa mesure, mais enfin un petit peu, quoi. On était très contents de nous, et puis d'un seul coup, Guérand tombe malade. Alors là, ça a été la catastrophe. Alors moi, j'avais promis à Guérand de publier les textes qui n'avaient jamais été édités. Donc j'avais obtenu une aide financière. Enfin bon, j'avais commencé à rassembler les textes. En fait, ça prenait beaucoup trop de temps pour faire ça. Donc on a décidé de faire un livre qui s'appelle Hommage à Roger-Henri Guérand, que j'ai fait avec lui, dans lequel j'ai demandé aux étudiants, à ceux qui avaient été les étudiants de Guérand, j'ai fait un appel national aux étudiants en disant, voilà,
si vous voulez bien me donner